Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met en avant l'actualité du continent africain. Chaque semaine, vous le savez, nous sillonnons les réseaux sociaux afin de choisir les sujets qui ont fait parler. Alors, le premier sujet, destination le Sénégal. Mesdames et messieurs, Diomaye Sonko, du rêve à la réalité, promesse tenue ou peuple trahi? Bonne question, on en parle ici sur le plateau. AES versus CEDEAO, vers une guerre commerciale en Afrique de l'Ouest. Sujet que nous allons aborder ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Alors, avec nous, nous avons deux invités exceptionnellement. Alors, Mariama Dieng, bienvenue à vous. Vous êtes députée suppléante pour la zone ENOC, Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Bienvenue encore une fois à vous. Merci beaucoup Aïssatou. En tout cas, contente d'être là. En face de vous, on a monsieur Kadiali Noba de Moncap Pastef France. Alors, Moncap, c'est le mouvement des cadres en fait, du parti Pastef. Et donc, moi, je suis dans deux commissions, la commission justice et la commission finances publiques. Et donc, je suis ravi de retrouver ma collègue Mariama, donc, avec qui on chemine ensemble au sein de ce parti. Et heureux aussi de retrouver Baba. Alors, Baba, journaliste ici dans l'émission L'Afrique dans tous ses états. Oui, en tout cas, heureux d'être encore sur ce plateau, d'avoir nos co-panélistes 100% sénégalais. Toi et Satou, mais surtout, on m'a fait une remarque, parce que généralement, je salue les commentateurs, commentatrices, et il y a des spectateurs qui m'ont dit, il y a des spectateurs aussi, téléspectateurs et les viewers. Donc, ça serait bien que tout le monde soit salué. Eh bien, ça en fait du monde. Ça en fait du monde et on salue tout le monde ici dans cette émission. Vous le savez, cette émission, c'est bien sûr la vôtre. Alors, vous l'avez dit, vous semblez être amis ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Entre le PASTEF est bien représenté. Alors, je tiens quand même à dire à nos téléspectateurs que l'invitation a été lancée, donc bien sûr à l'opposition. C'est très important pour nous aussi d'avoir une opposition sur le plateau, mais malheureusement, personne n'a répondu présent. Donc on va continuer, on va commencer avec le PASTEF ici en force sur le plateau. Alors le premier sujet, pour le coup, qui vous parle certainement, Diomaye Sonko, du rêve à la réalité, promesse tenue ou peuple trahi. On regarde une vidéo et puis on revient. Le 4 mars 2024, après de longs mois de tensions et d'incertitudes, Bassirou Diomaye Faye remportait la présidentielle au Sénégal. Une élection historique qui a suscité beaucoup d'espoir dans le pays. Mais un an après, les premiers actes laissent un sentiment mitigé. Nous n'avons rien vu des promesses du gouvernement. Il nous avait demandé de nous battre en promettant aux jeunes des projets et en nous assurant qu'il y aurait du travail, mais nous n'avons encore rien vu. Depuis son élection, Bassirou Diomaye Faye multiplie pourtant les actes forts. Réduction des denrées alimentaires, assise de la justice, audit de l'administration, mesures pour relancer l'agriculture. Il y a gros à faire. Je pense que pour le moment, il faut d'abord trouver des mécanismes pour relancer notre économie. Dans cette perspective de relance économique, justement, le gouvernement d'Ousmane Sonko a déjà lancé une grosse purge pour assainir l'administration et optimiser les finances publiques. Moi, je considère que le bilan est généralement positif. Quand on voit en termes de loi, la justice qui était un peu un maillon faible et qui a été beaucoup décriée. Mais quel que soit le bilan de cette première année de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, les Sénégalais attendent encore plus de son régime, autant sur le plan économique que social. De retour sur le plateau, Baba, je vous donne la parole. Qu'as-tu à dire? Oui, alors c'est l'heure du bilan, comme on dit, le bilan de la première année du pouvoir du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Alors nous allons le faire sur 3 points. Donc le premier point, c'est la réforme économique et gestion des finances publiques. Dès son arrivée, donc, le président Bassirou Diomaye Faye a commandé un audit des finances publiques révélant une dette publique atteignant près de 100% du PIB et un déficit budgétaire de 12%. Malgré ces défis, il a lancé des initiatives pour diversifier l'économie grâce à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Cependant, les résultats sur le coût de la vie et de l'emploi restent mitigés, suscitant des attentes non satisfaites chez la population. Deuxième point, c'est la réforme judiciaire, la lutte contre la corruption et les réformes institutionnelles. Après un an au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye a engagé des réformes significatives dans le système judiciaire sénégalais. Les assises de la justice, par exemple, organisées en mai 2024, ont abouti à 30 recommandations, dont la création d'une cour constitutionnelle et d'une haute autorité de la justice pour renforcer l'indépendance du système judiciaire. Le président a également mis en place un pôle judiciaire financier pour lutter contre la corruption et a installé la haute cour de justice pour les hauts responsables. Donc il a également donné pas mal de mesures pour moderniser, mais
bien que ces initiatives démontrent une volonté politique forte de réformer le système judiciaire, leur mise en œuvre effective et leur impact à long terme restent à évaluer, voire à prouver. Troisième point, c'est la politique énergétique et la souveraineté nationale. Alors, sur ce plan-là, le Sénégal étant un pays maintenant pétrolier et gazier, ils vont viser à réduire la dépendance aux importations et à financer le développement national. En parallèle, et c'est à noter que le président Bassirou Diomaye Faye a adopté une diplomatie panafricaine affirmée, prenant ses distances avec la France et renforçant les liens régionaux, notamment au sein de la CEDEAO. Donc, en résumé, si le président Bassirou Diomaye Faye affiche une vision ambitieuse pour transformer le Sénégal, son bilan reste contrasté entre avancées notables et défis persistants. Merci beaucoup Babadem. Alors on va rappeler quand même le titre du programme du PASTEF, le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Donc le programme du PASTEF durant les élections présidentielles s'articulait autour de plusieurs axes majeurs visant une transformation profonde du pays. Donc ça fait 1 an que le PASTEF est au pouvoir. Que s'est-il passé? Donc le 2 avril 2025, donc tout récemment, il y a eu la révision de la loi d'amnistie au Sénégal qui a fait énormément de bruit et qui a même été assez animé à l'Assemblée nationale. Peut-on ici rappeler le contexte et l'intérêt, l'importance de cette révision de cette loi d'amnistie? Alors, cette loi d'amnistie, pour le dire, c'était un engagement en fait, qu'on avait pris de revenir sur cette loi d'amnistie. Il faut rappeler le contexte dans lequel la loi d'amnistie de 2024 a été votée, c'est-à-dire que c'était une volonté du président de la République sortant qui avait décidé, sans pour autant se consulter avec l'ensemble des acteurs politiques du Sénégal. Donc le PASTEF était toujours opposé à cette loi politique pour la bonne et simple raison que cette loi en tout cas d'amnistie était une loi d'impunité parce que les crimes de sang que nous avons toujours contestés étaient en fait comprises dans cette loi. Et donc aujourd'hui, le PASTEF est toujours cohérent avec lui-même. Donc étant au pouvoir, donc, on a décidé, nous, de revenir, de tenir une promesse qu'on avait faite aux Sénégalais, à savoir rétablir la justice. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on doit être dans un Sénégal apaisé, mais dans un Sénégal aussi de justice, où les manifestations qui ont été réprimées dans le sang, que ces actes ne se reproduisent plus. Exactement, c'est important de le dire. Donc cette loi visait à amnistier donc, toutes les infractions commises entre 2021 et 2024 lors des tensions politiques, donc révision qui était attendue par de nombreux Sénégalais. Alors pour le coup, quelle réaction avez-vous eue concernant les textes? Les textes ont-ils été assez loin pour finalement satisfaire la population sénégalaise qui en attendait beaucoup? Oui, moi je pense que le texte a été quand même fait par Amadou Ba, étant juriste avant tout. La loi d'amnistie devait être abrogée dans la mesure où il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu 80 morts, je rappelle qu'il y a eu 80 morts, et je ne sais pas, Aïssatou, si tu es au courant, parce que la loi a été votée à 106 voix, donc ça a été adopté. Et je pense qu'il se devait d'être adopté dans la mesure où il y a eu beaucoup de morts. Ces morts-là ont eu, pendant 2021 et 2024, concernant les manifestations qui ont eu au Sénégal, où le pouvoir voulait vraiment faire peur à la population. De ce fait, il y a eu de la barbarie, on va dire, parce qu'il y a eu des morts. Mais quand vous voyez les photos sont sur les réseaux sociaux, hein, vous pouvez vous en procurer. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises en place par le gouvernement en place. Donc on se devait de pouvoir aussi venir faire justice à cette population qui n'ont rien demandé, qui demandait juste à être libre et pouvoir avoir le droit de pouvoir voter de plein droit. Babadem, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard, 1 an pour les victimes qui attendaient cela dès le départ, dès la prise de pouvoir du duo Diomaye Après, c'est vrai que moi, je suis de ceux qui disent qu'on aurait dû aller beaucoup plus vite que cela. Par exemple, ceux qui ont été morts en 2021, je pense qu'il n'y avait pas eu besoin de vraiment attendre tout ce long temps avant même par rapport aux enquêtes. Pour moi, les morts de 2021, ça devait se faire très rapidement. Et le fait d'avoir laissé autant de cas, ça a permis à beaucoup de gens, notamment les nervis, ceux qui font partie de ceux qui ont tué, qui ont torturé, ça leur a permis, et même les commanditaires, certains commanditaires, on ne va pas les citer,
Ça leur a permis d'aller s'envoler dans des pays, même ils savent que... Et donc pour moi, oui. C'est le bémol que j'attends. La justice est très, très, très lente pour moi. La révision de la loi a été effectuée. Beaucoup s'attendent à des procès maintenant. C'est ce qu'ils attendent clairement du concret. Oui, c'est vrai. Mais je reviendrai sur ce que dit Baba tout à l'heure. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'entre 2021 et 2024, nous n'étions pas au pouvoir. Donc ça montre encore la volonté, en fait, qu'on disait que l'ancien gouvernement n'avait aucune volonté de mettre la lumière sur ces actes-là. Et donc aujourd'hui, depuis la mise en place de l'Assemblée, l'actuelle législature, ça fait maintenant 4 mois. On est dans le 4e mois, 3 mois effectivement, depuis décembre. Quand je dis lenteur, c'est à partir de la prise de pouvoir. Alors, à partir de la prise de pouvoir, il y avait la loi d'amnistie. Donc on n'avait pas, si vous permettez de rappeler le contexte, on n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Sénégal fait 165 voix. Nous, on était dans l'opposition. On avait que 27. Est-ce qu'on était obligé d'attendre une révision de la loi d'amnistie pour pouvoir réagir? Tout à fait. Parce que juridiquement, on était dans une impossibilité. Peut-être il faut rappeler le contexte, en fait. Qu'est-ce qu'une loi d'amnistie? Une loi d'amnistie, c'est une loi, en fait, qui empêche l'action publique. C'est-à-dire qu'aucune poursuite ne pourra être engagée. Et s'il y avait des poursuites devaient être arrêtées. Donc c'était l'effet immédiat de la loi d'amnistie. Et donc nous, on est venus aujourd'hui pour corriger cette injustice avec la loi qu'on a votée hier, qui est une loi d'ailleurs interprétative. Ce n'est pas une loi qui revient en totalité sur la loi d'amnistie qui a été votée, mais plutôt avec cette loi interprétative, ça permet au Sénégal de se mettre en conformité avec les engagements internationaux qu'on a signés et aussi de pouvoir poursuivre tous les crimes de sang, pouvoir aussi indemniser toutes les victimes. Donc c'est ça en fait aujourd'hui la loi de finances, la loi interprétative, mais c'est des vieilles habitudes. Et donc du coup, la balle aujourd'hui, je dirais que la balle est dans le cas en fait du ministère de la Justice. Et donc le ministre de la Justice pourra engager les actions. Mais pour le coup, qu'est-ce que vous répondez à Baba lorsqu'il dit que beaucoup de coupables se sont envolés? On aurait pu leur interdire comme ça s'est fait avec d'autres. De quitter le territoire. Moi, j'aurais été même de ceux qui auraient fait ce qu'on a fait à Ousmane Sonko. Reste à savoir On aurait été dans l'illégalité. On aurait été dans l'illégalité si on avait empêché à certaines personnes qu'on aurait... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la présomption quand même d'innocence. Donc, tant qu'on n'est pas jugé, donc on ne peut pas non plus arrêter les gens. En gros, ce que vous dites là, c'est que pour les personnes qui demandent éventuellement un procès, ça risque d'être long finalement de reconnaître les coupables et éventuellement d'être indemnisés. Est-ce que finalement Oui, mais c'est une situation assez complexe parce que on parle de faits qui se sont passés entre 2021, février 2021, et mars 2021 et février 2024. Donc là, il va falloir encore réouvrir certains dossiers qui ont été déjà mis de côté. Donc ça, c'est la première chose. Et les gens qui n'ont pas été poursuivis, donc il va falloir encore faire diligenter des enquêtes. Donc il faut que maintenant le ministère de la Justice se mette au travail. Exactement. Donc le législateur a fait son travail, c'est-à-dire qu'ouvrir la possibilité sur le plan juridique que le ministère de la Justice puisse prendre des actes de poursuite, ouvrir des enquêtes. En résumé, le message, c'est patience donc, aux familles des victimes, aux victimes, mais pas trop, effectivement. J'ai un message pour vous de la part d'un téléspectateur. Donc, nous sommes très conscients que le pays est difficile en ce moment. Et ce qui l'a causé est le régime sortant. Si le nouveau régime n'était pas venu à temps, le Sénégal serait banqueroute. Nous, vraiment, les patriotes, nous allons tous accompagner le président et le PM pour rebâtir, redresser le pays, quel que soit le prix, Inch'Allah. On est convaincus qu'ils vont réussir. Vous en pensez quoi? Est-ce que ce sont des messages qu'aujourd'hui, dans les rangs du PASTEF, vous recevez encore et encore? Oui, absolument. Le peuple est là parce que c'est le peuple qui a voté donc, pour que la révolution puisse, les choses puissent changer. Moi, je pense que si la population décide d'accompagner, c'est parce que c'était pas des spectateurs, c'était des acteurs qui ont été là, qui ont combattu entre 2021 et 2024. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons, parce que c'est grâce à cette révolution qu'on a fait, qu'aujourd'hui, que le PASTEF est au pouvoir. Maintenant, il faut que nous, qui sommes des patriotes du Sénégal, qui aimons le Sénégal et qui se sont battus tant pour ce Sénégal-là, puissent voir le jour. Maintenant, pour voir le jour, il faut accompagner le gouvernement actuellement en place avec la réforme qu'ils ont mis en place. Ils ont mis une stratégie avec une vision qui s'appelle Sénégal 2050, où on parle de plusieurs aspects politiques au niveau du capital humain et autres. Donc ça, c'est des aspects où on est obligé d'accompagner ce gouvernement-là. Et dans ça, le peuple aussi est là pour pouvoir suggérer quelles sont les choses qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir aider le gouvernement. Et
Mais ce qui est important, c'est que le pouvoir est là aussi pour écouter la population qui ont voté pour eux. Bien sûr, vision 2050, ça fait loin pour une population qui a du mal à se nourrir, qui a du mal à se soigner. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces impatients qui se disent il y a des promesses qui ont été formulées durant les élections présidentielles. À un an, finalement, notre façon de vivre n'a pas changé. Notre pouvoir d'achat est toujours aussi bas. Alors, je dirais qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On gère un État. Et donc, pour les gens qui sont même dans une entreprise, quand vous reprenez une fonction stratégique, donc vous mettez quand même du temps à voir ce qui existe. Absolument. Donc, moi, je peux résumer la chose en disant la suite, c'est qu'une partie de l'année qui vient de s'écouler, on a battu un record. C'est-à-dire que la vision Sénégal a été établie en moins d'une année, donc je dirais même presque 6 mois. Donc, si on fait une comparaison avec le gouvernement sortant, il leur avait fallu 2 ans pour établir le plan Sénégal émergent, c'est-à-dire entre 2012 et 2014. Parce qu'entre 2012 et 2014, il y avait ce qu'on appelle Yoonu Yokkute. Donc nous, déjà aujourd'hui, le projet qu'on a mis en place, la vision Sénégal, c'est déjà dans le timing, on est très en avance. La vision, elle est claire. Maintenant, il y a aussi un changement de paradigme. Je m'explique. C'est-à-dire qu'avant, on était sur des visions court-termistes. Ça veut dire qu'on voulait mettre coûte que coûte des projets visibles pour la population. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place des projets structurants qui vont changer complètement la vie des Sénégalais. Ça ne veut pas dire... Je vais prendre un message d'un téléspectateur et je vous redonne la parole. Pour le coup, ils sont de bonne volonté, mais rien n'a changé. Ce gouvernement doit poser des actes forts, baisser les prix de première nécessité. Le transport est hors de prix à Dakar et le logement aussi. Et surtout, l'argent ne circule plus comme avant. Non, mais je terminerai pour répondre à votre téléspectateur en disant que, par exemple, en 2024, déjà, il y a un arrêté qui a été pris sur la réduction de tout ce qui est le sucre, les denrées de première nécessité qui sont les plus consommées par les Sénégalais, le sucre, le riz, il y a aussi le ciment qui a baissé. Récemment, ils ont baissé également, en fait, le kilo de riz qui va passer de 450 francs à 350 francs. Enfin. On peut répondre cela enfin? Non. Pas enfin, parce que c'est une baisse supplémentaire. Parce qu'il y avait déjà une baisse en 2024. Mais pour dire, en fait, par exemple, sur tout ce qui est lancé, par exemple, les audits sur le foncier, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas visible, mais qui est fondamental, parce qu'on se rend compte que les ressources du Sénégal ont été dilapidées. Et donc, ce gouvernement est en train de récupérer ces ressources. Boubacar Diallo qui dit « C'est un bon début avec l'état des finances publiques qu'ils ont trouvé. Ça va aller, Inch'Allah. Nous avons confiance en ce gouvernement. Ils ont la volonté. » Donc, alors, je pense que ça confirme un petit peu vos propos. Et je vous redonne la parole. Il y a comme un autre commentaire de Tug qui dit « Ils n'ont rien fait jusqu'à présent. La jeunesse n'a pas de boulot, n'importe quoi. » Donc encore une fois, un mécontent. Alors, je pense que dans la jeunesse, ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes dire « Mince, notre situation n'a pas changé, peut-être même empiré, on n'a toujours pas de travail. Est-ce que même les postes qu'on nous a promis avec une plateforme où on va pouvoir déposer nos CV n'est toujours pas d'actualité ?» Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Alors, comme a dit tout à l'heure donc mon collègue Kadjali, je pense que c'est dans la précipitation. On ne peut pas obtenir les choses quand on vient d'arriver au pouvoir pour la première fois et que les choses sont en train d'avancer. Nous, actuellement, on est en train de dérouler la vision Sénégal 2050. Et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Kadjali, le gouvernement a mis en place déjà les premières nécessités de pouvoir diminuer donc ces denrées alimentaires-là. On a diminué le riz, l'huile. Récemment, il n'y a même pas 2 semaines, le riz a été diminué. Et ensuite de ça, les choses sont en train d'avancer. Concernant donc la jeunesse qui n'a pas de boulot, je pense que peut-être ils ont regardé depuis hier comme quoi que le gouvernement a mis en place donc un plateau, un système pour que les gens puissent déposer leur CV et pouvoir avoir du boulot. Donc les entrepreneurs pareil aussi. On est en train de voir comment on peut les aider pour pouvoir promouvoir leur projet. Et donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place depuis ce 1er avril-là. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que le gouvernement n'est pas en train de dérouler en fait la vision qu'on a promis aux Sénégalais. La preuve avec ces résultats qui viennent de tomber depuis hier, moi je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais vont pouvoir beaucoup plus... D'accord. Quoi qu'il en soit, on va revenir dans un instant sur le bilan, parce qu'on veut entendre quel est le bilan. Juste en termes de communication. C'est très bien de faire de belles choses, c'est très bien de vouloir changer donc, la vie des Sénégalais, mais est-ce que finalement la communication est assez présente pour finalement faire en sorte que la population soit résiliente, soit patiente et se dise « Ok, on va souffrir un temps, mais après ça va aller ». Baba ? Oui, en fait, quand Ousmane Sonko avait dit « Je pensais que nous étions au premier sous-sol »,
mais au final, nous avons un État en ruine et que nous nous retrouvons au moins 4, je pense que c'était moins 4e sous-sol. Il voulait mettre, c'est-à-dire que lui-même, il ne s'attendait pas à un déficit aussi creux. Il ne faut pas oublier aussi que quand le président Ousmane Sonko, je ne parle même pas de la campagne électorale, mais tout au long de sa communication, si les personnes l'entendent, on va dire que dans 3 mois, chacun aura son boulot. À un moment donné aussi, pour les personnes qui partent à la mer, quand on l'entendait, c'était « j'arrive au pouvoir, tout s'arrête ». Or, si on pense à cette communication et à l'exercice du pouvoir, ce n'est pas la même chose. Donc il y en a qui sont impatients, qui pensent que tout de suite, et faire baisser les denrées au Sénégal avec les syndicats, les lobbies. On peut parler des boulangers aussi qui, quand on leur demande de baisser le pain finalement, ils baissent le kilo. C'est problématique. Donc c'est au niveau de la communication et je pense que le rapport de la Cour des comptes doit être communiqué clairement dans les langues locales, les langues nationales, pour qu'on voit l'ampleur des dégâts qui permettrait après d'y aller un peu plus sereinement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis absolument d'accord. Mais j'ajouterais aussi, pour compléter ce que disait Mariam tout à l'heure, qu'en termes d'emploi, par exemple, Sonacos, qui est l'usine Sonacos, a redémarré. Donc on peut dire, par exemple, Sonacos Ziguinchor, des jeunes ont été employés. Il y a le recrutement de plus de 2000 personnes. Sonacos Kaolack aussi, il y a le recrutement de plus de 1000 personnes. On peut parler aussi, en fait, des coopératives agricoles qu'on a mis en place, donc, où il y aura le recrutement de plus de 1000 personnes. Donc c'est des exemples que je peux donner pour dire que parfois il y a un décalage entre ce que les gens veulent faire croire sur les plateaux de télé en disant que le secteur en fait, de l'emploi au Sénégal n'est pas encore, le Sénégal n'est pas encore dynamique. C'est vrai, il y a des difficultés, ça personne ne le nie. Mais en tout cas, les efforts sont en train d'être faits pour que la jeunesse retrouve du travail. Et donc, mais ça reste difficile en tout cas. Oui, mais ça reste difficile. Ça reste difficile. Ça reste difficile parce que comme Baba vient de le dire... Parce que la situation économique du Sénégal est catastrophique, c'est ça? Mais c'est surtout en fait le rapport de la... Alors catastrophique, je pense que c'est exagéré, mais le rapport de la Cour des comptes nous montre quand même un état de dégradation des finances publiques. Donc aujourd'hui, le gouvernement qui est en place aujourd'hui arrive quand même à payer tous les salaires et qu'il n'y a pas en fait de défaillance au niveau en fait de nos engagements financiers. Donc ça, je pense que déjà c'est un travail extraordinaire qu'ils sont en train d'abattre. Maintenant, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que aussi les Sénégalais peuvent aussi exiger tout en même temps. C'est-à-dire que dans une vision long-termiste, il y a des choses qu'il faut mettre en place, mais aussi il faut régler les questions urgentes, ce qu'on est en train de faire. Donc je pourrais revenir là-dessus sur le rapport. C'est très important ce que vous dites et pour le coup, les Sénégalais aussi peuvent se poser la question à savoir est-ce que la nouvelle équipe au pouvoir n'est-elle pas dépassée par cette réalité qu'elle finalement ne soupçonnait même pas l'existence? Non, je ne dis pas que sont dépassés, c'est-à-dire que personne ne pouvait imaginer qu'il y avait en fait un système qui a été mis en place pour, je dirais même, dépouiller le Sénégal de ses finances. Bien ça, sûr. Personne ne l'aurait imaginé. Maintenant, on est face à cette situation, mais n'empêche qu'il y a des solutions qu'on propose. Parce que le plan 2050, est-il adapté finalement à ce que vous avez trouvé donc, au Sénégal avec la situation économique du pays? Peut-être je laisse, je ne sais pas. Oui, absolument. Je trouve qu'il est très adapté. Sur le papier, c'était bien, mais sans connaître la situation du Sénégal, et aujourd'hui, on se dit, est-ce que le duo, l'équipe actuellement en place, peut finalement résorber la situation, améliorer la situation des Sénégalais? Alors, ils sont en train de le résorber. On ne peut pas dire le contraire. Parce que si, sur le bilan des 1 an qu'on a réalisé, il y a plein de choses qui ont été réalisées. Je vais énumérer. Allez-y, sur le bilan. Sur les 1 an, vous avez vu que sur les réformes institutionnelles donc, et gouvernance, nous avons la transparence et lutte contre la corruption, comme on est en train de faire. Le gouvernement a initié actuellement 60 audits qui permettra donc à ces secteurs clés, donc sur les ressources minières, sur les infrastructures, la pêche, visant à renforcer la transparence et surtout la bonne gouvernance. Nous avons aussi les accords de pêche qui n'ont pas été renouvelés au Sénégal, vous le voyez. Les accords de pêche ont fini depuis le mois de décembre dernier, mais le gouvernement a décidé de ne pas les renouveler. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place. Donc sensiblement, le Sénégal est un pays beaucoup moins corrompu en à peine 1 an qu'il y a les années précédentes. Alors ça, c'est certain. C'est-à-dire que la décision qui est prise c'est salué sur le plan international parce que c'est vrai, on va subir les effets immédiats, mais sur le long terme, ça sera beaucoup mieux pour le Sénégal, même pour emprunter de l'argent à un moindre coût. Je disais tout à l'heure que les solutions existent, parce qu'il y a plusieurs leviers. Mariam vient d'en citer quelques leviers, mais ce qu'il faut dire, c'est que
ils sont en train de regarder sur tout ce qui est dépenses, par exemple, la masse salariale du Sénégal qui a quasiment doublé entre 2019 et 2024, donc qui est passé de 700 milliards à 1300 milliards. Donc là, il y a un sujet. Actuellement, le gouvernement est en train de discuter avec les syndicats pour voir en fait comment geler certaines revendications pour donner du temps au gouvernement de pouvoir en fait mettre en œuvre ces réformes. Donc là, sur ce plan-là, on joue un petit peu sur ce qu'on appelle les dépenses. Donc on peut pouvoir baisser les dépenses. Dans le même temps également, il faut jouer sur les leviers financiers, c'est-à-dire que augmenter les ressources. Et donc pour augmenter les ressources, on appelle tous les Sénégalais aujourd'hui à contribuer un peu plus, à payer leurs impôts. Donc avec la réforme qui va venir bientôt du code des investissements et puis du code général des impôts et du code des douanes. Donc ça permettra en fait au gouvernement de dégager des ressources. Donc de pouvoir être dans une tendance baissière de la dette qui va permettre finalement de financer en fait tous les projets que nous sommes en train de... D'accord. Voilà, comme je vous disais, je termine par sur le bilan. Donc, nous avons le développement économique, social, où les investisseurs dans l'agriculture, qui ont quand même une enveloppe de 120 milliards, quand même, qu'ils ont mis en place, en fait, selon le monde rural, en fournissant donc des équipements agricoles pour améliorer donc les infrastructures au niveau des agriculteurs. Donc, c'est quand même quelque chose à saluer. Et surtout, nous avons eu l'entrée dans l'ère des hydrocarbures. Le Sénégal a amorcé quand même l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour le Sénégal. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dire le contraire. Ainsi aussi au niveau de la diplomatie et intégration régionale, nous avons eu le renforcement de l'intégration africaine. Donc le Sénégal a quand même une posture diplomatique visant à renforcer les liens avec tous ces pays aux environs du Sénégal et qui témoigne ses engagements en matière de réforme, mais aussi au niveau de développement, malgré les défis que vous avez vus et inhérents à une telle transformation. Donc je pense que l'État du Sénégal actuellement est en train de mettre en place vraiment les choses comme on l'a déroulé sur la vision Sénégal 2050. Là, nous avons créé une plateforme qui est tabarsénégal.sn où les Sénégalais peuvent aller déposer leur CV et éventuellement, on pourra discuter éventuellement de toutes les choses qu'on mettra ensemble, en tout cas, sur ces perspectives de Tabar Sénégal. Nous allons présenter aux chercheurs d'emploi des opportunités professionnelles adaptées à leurs compétences. Nous allons cibler également tout ce qui est entrepreneurs et porteurs de projets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous avons aussi ciblé les investisseurs, comme l'a dit tout à l'heure Kadjali, afin de pouvoir soutenir la croissance économique du Sénégal. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas sur la bonne voie. La vision 2050 a été réfléchie par le gouvernement avant de pouvoir le mettre en place et on est en train de dérouler. Maintenant, les choses avancent tout doucement, mais sûrement. Merci beaucoup pour ce bilan. Je me tourne vers vous, Baba. Quelle est la définition de souveraineté pour le duo Diomaye Faye? En fait, dans l'entendement, dans la perception, c'est surtout cette rupture avec la France. C'est plutôt ça, parce que généralement, quand un président sénégalais est élu, automatiquement, son premier voyage, c'est en France. Deuxièmement, et le fait aussi que dès qu'il a été élu, ses premiers voyages ont été d'abord la Mauritanie, en tout cas les pays frontaliers. Est-ce que c'est juste une question de voyage En fait, la perception de la souveraineté, c'est surtout par rapport à la France et le fait qu'il se soit, on ne va pas dire qu'il se soit éloigné, mais qu'il a marqué vraiment une rupture à ce niveau-là. Donc, dans la perception de la souveraineté. Maintenant, quand vous parlez de rupture, c'est-à-dire, Babadem, c'est quoi la rupture concrète entre l'Occident et le Sénégal? Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de Diomaye je vais répondre dessus. Moi, je vais juste pas terminer, mais c'était cette petite rupture par rapport à ça, mais la vraie rupture que tous les Sénégalais peuvent voir au niveau sur un an de bilan, la vraie rupture que tous les Sénégalais peuvent voir, sauf ceux sur qui ça tombe, c'est au niveau de la justice. Ça, il y a une rupture claire au niveau de la justice. On arrête quelqu'un parce qu'il a fait un flagrant délit, on n'arrête plus quelqu'un parce que, et même des gens de l'opposition ont porté plainte, ils ont gagné. Dans certains trucs, il y a des gens de... Aujourd'hui, la justice sénégalaise est clairement indépendante. On peut le dire? Oui, on peut l'affirmer. Mais je dirais que Baba a donné un élément de la rupture. Mais ce n'est pas que ça, en fait. La rupture, c'est un changement de système, de paradigme, complètement. Absolument. Et si pour avoir une idée assez claire de la rupture qu'on va amener au Sénégal, il faut revenir un petit peu à ce que disait le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Il avait annoncé, en fait, pour dire que la rupture, ce n'est pas non seulement le changement dans la posture,
C'est-à-dire que, Baba, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal affirme sa souveraineté aussi bien sur le plan diplomatique, mais pas que, mais aussi sur le plan énergétique, à travers aussi la volonté que nous avons d'être un pays souverain d'un point de vue énergétique pour pouvoir avoir un pays industrialisé. Ça, c'est un point aussi, à travers la revue en fait, des contrats qu'on a signés avec les acteurs pétroliers qui sont au Sénégal. Ça, c'est le deuxième élément. La rupture aussi, c'est le fait que les dirigeants ne doivent plus s'accaparer les biens publics. Donc aujourd'hui, ça aussi, en gelant certaines constructions sur le littoral, c'est vrai que c'est une décision qui est courageuse, qui est impopulaire, mais il fallait le faire. Et aussi aller plus loin sur tout ce qu'on appelle aussi l'audit du foncier. Donc aujourd'hui, ils sont en train de récupérer en quelque sorte tous les biens fonciers qui ont été pris par une petite minorité de dirigeants du Sénégal. Donc ça, c'est la rupture. Aussi, sur le plan de la justice, effectivement, parce que quand vous avez vu, quand on est arrivé, il y a eu les assises, on ne s'est pas précipité. Depuis les assises, c'est la première fois hier qu'on a pu voter une loi, mais il faut s'attendre aussi à ce que le temps de la justice ne soit pas forcément le temps politique. Et hier, c'était un petit peu marrant de voir à l'Assemblée nationale des députés de PASTEF s'en prendre en quelque sorte au ministre de la Justice en lui disant que mais les choses n'avancent pas. Vous voyez, on n'a jamais vu en fait cette posture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que les juges sont laissés, on laisse les juges faire leur travail. Il n'y a pas cette politisation en fait de l'appareil judiciaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre, comme on le disait, qui est le chef du ministre de la Justice et que le ministre de la Justice également, qui est le chef du procureur de la République, on ne politise pas en fait les dossiers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les juges, tous les Sénégalais sont égaux devant la loi et personne ne pourra être arrêté de manière arbitraire ou bien détenu de manière arbitraire. C'est ce que cela veut dire. Et ça a un impact sur l'image du Sénégal, parce qu'on voit que c'est en train de changer. Voilà. Très bien. Pour le coup, allez-y, vous souhaitiez prendre la parole. Le Sénégal est un pays souverain, beaucoup plus souverain qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, elle s'est défait de ses chaînes, c'est ce que vous dites? Exactement. Le Sénégal s'est défait de ses chaînes et comme l'a dit tout à l'heure Kadiali, le Premier ministre l'a rappelé donc, sur sa politique générale. Et comme vous voyez, tout ce qui est, donc, tous les pays donc, où on avait donc, des contrats, il y a eu en fait cette rupture de contrat où nous cherchons aujourd'hui, donc en tant que pays souverain, un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ce qu'on est en train de prôner dans notre politique générale. Et ça permettra de pouvoir revoir toutes les choses qu'on a mis en place avec ces pays-là dans un environnement, en tout cas, beaucoup plus serein, beaucoup plus prospère, mais aussi qui permettra à chacun puisse se voir dans ces projets-là. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, le Sénégal reste un pays souverain et on continue. Rien que hier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé donc au niveau du Sénégal de prendre la rue Charles de Gaulle, de pouvoir le renommer en Mamadou Dia. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est énorme. En tout cas, c'est symbolique et c'est très symbolique et c'est quelque chose à saluer. Et je pense que tout le Sénégal est en train de saluer donc ce geste que le président a fait. Pour le coup, on va avancer pour finir. Alors, quel positionnement a donc le Sénégal face à la nouvelle dynamique qu'on peut voir dans la région, notamment entre l'AES, la CEDEAO, et beaucoup ont été étonnés par le rôle qu'a pris Diomaye, à savoir le rôle d'émissaire pour éventuellement ramener donc, les pays de l'AES dans la CEDEAO. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez dire ici sur le plateau en tant que membre du PASTEF? Alors moi je dirais que la volonté du président Diomaye, en tout cas d'après moi ce que je sais, n'a jamais été de ramener. C'était pourtant la fiche de mission, c'était ça quand même. Alors, c'est déjà de ne pas rompre le dialogue. Parce qu'il se trouvait qu'avant même qu'on arrive au pouvoir, le dialogue, il y avait des incompréhensions. Et que pour nous, il est absolument inconcevable d'avoir des difficultés entre le Sénégal, par exemple, et le Mali, qui sont des pays frères depuis longtemps. Je rappelle juste de manière historique qu'on a failli être en ça parce qu'il y avait la confédération du Mali, à la sortie de l'indépendance. Mais pour dire que la volonté du président Diomaye, c'était de nouer le dialogue avec ces pays-là. Et donc, il fallait qu'on entende en fait les revendications de l'AES, parce que qui étaient des revendications purement sécuritaires, et ça se comprenait. Et qu'eux, ils ont décidé de prendre leur chemin parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une réponse au niveau de la CEDEAO. Donc, la mission, c'était plutôt si on pouvait les ramener et qu'on réponde à leurs revendications, ça serait parfait pour tout le monde, mais il faut avouer qu'effectivement, nous, on est respectueux de la souveraineté de ces États. Et si ces États décident
quand même de ne pas revenir dans la CEDEAO, c'est leur décision et on respecte la souveraineté. Il serait contradictoire pour le Sénégal de revendiquer sa souveraineté et de ne pas reconnaître et respecter la souveraineté des autres États. Et quoi qu'il en soit, le Sénégal reste un fervent défenseur de la CEDEAO? Oui, la CEDEAO, mais réformée. C'est-à-dire que la CEDEAO doit être la CEDEAO des peuples. D'accord, pour le coup, aujourd'hui, la CEDEAO est comme elle est et le Sénégal reste un fervent défenseur de la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, mais on peut être à l'intérieur de la CEDEAO, n'empêche que pour pouvoir changer le système, il faut être quand même dans Bien sûr. Y a-t-il des chantiers qui sont en cours? Y a-t-il éventuellement menés par le Sénégal, par exemple? Là, pour le Sénégal, pour moi, actuellement, tous les contrats qui ont été mis en place et voir comment la CEDEAO peut se construire, c'est vraiment de respecter la souveraineté de tous ces pays-là qui ont décidé déjà de pouvoir se retirer. Et ensuite de ça, voir économiquement parlant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il faut être révisé par l'AES. Et je pense qu'actuellement, le Sénégal joue ce rôle-là de voir comment on peut changer les choses en faisant donc un partenariat gagnant-gagnant, d'où avec les pays avec les pays frontaliers. Néanmoins, le Sénégal reste un acteur principal au sein de la CEDEAO. Revisiter. On va dire revisiter. C'est pas revisiter. Baba, qu'est-ce que vous dites? Après, c'est vrai que moi, je vais juste mettre un bémol là-dessus. Je m'attendais à plus du Sénégal au sein de la CEDEAO. Quand Bassirou Diomaye Faye, et ça a été entendu par tout le monde, c'était lors de son dernier meeting avant l'élection présidentielle, c'était à Hambourg. Il avait dit clairement, et il parlait du Wolof, et cette partie adressée à l'AES, il a dit en français. Il a dit, moi président, une fois que je serai président, je ferai tout pour ramener nos frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger au sein de la CEDEAO, parce qu'on a besoin d'eux là-bas. Donc il avait dit ça clairement. Ensuite, quand il est parti, et il a dit qu'il ferait tout, il est parti après voir le président de la Côte d'Ivoire. Il est parti voir le président de la Côte d'Ivoire avant d'aller vers les pays de l'AES. Mais c'est vrai que quand il a rencontré le président Assimi Goïta, là, son discours a changé. C'est là où je me suis dit, est-ce que on lui a pas donné des preuves que c'était pas possible? En tout cas, mais il avait dit, les portes sont fermées, mais s'ils ne sont pas rigides, on peut toujours passer par la fenêtre, etc. Mais je pensais qu'au sein de la CEDEAO, le Sénégal serait le premier pays, parce qu'on a vu avec Guy Marius Sagna lors de l'Assemblée nationale, lors de la on pensait qu'il y avait une continuité dans la revendication. Je pensais vraiment que le Sénégal serait la locomotive, en tout cas, de cette puissance qui aurait forcé, quitte à avoir une scission entre personnes de la CEDEAO, donc des camps, c'est-à-dire le camp Ouattara, je le nomme parce que pour moi c'est lui, et en tout cas de faire ces réformes. Je pensais qu'il allait taper et après on l'a plus vu. Moi, c'est là où j'ai un bémol concernant le Sénégal. On va dire peut-être que les chantiers nationaux sont peut-être plus importants aujourd'hui que de s'occuper de la CEDEAO, on va dire. Peut-être. Oui, c'est un sujet dont il faudra s'occuper. Je dis c'est un sujet dont il faudra toujours s'occuper parce que c'est nos partenaires. Mais je tiens juste à rappeler qu'en matière de diplomatie, on n'a pas une obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Je pense que le président, il a fait en fait tout son possible et n'oublions pas qu'il est là depuis 1 an. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que... c'est peut-être la position, c'est peut-être pas les actions qu'on demande, c'est la position claire, à savoir... Mais la position claire, c'est-à-dire qu'il y a aussi en matière de diplomatie, il y a tout ce qui est en matière, il y a la discrétion, c'est-à-dire qu'on ne va pas exposer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit sur la place publique aussi. Mais quand même pour un pays qui a prôné la souveraineté, notamment pour se faire élire. Le Togo, par exemple, moi je vois que leur position est claire. Le nouveau président ghanéen, il vient à peine d'arriver, sa position est clarifiée. Oui, mais et le Sénégal, on sent qu'on va passer par eux, alors que moi je m'attendais de ça. Si ce n'était pas le président Ousmane Sonko, au moins Diomaye Faye, là-dessus. Là-dessus, moi, j'aurais... Bon, en tout cas, ce n'était pas le cas. On aura le plaisir d'avoir le duo Diomaye ainsi que Sonko ici sur le plateau pour leur poser la question. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours avec nous. Nous sommes dans l'Afrique, dans tous ces États. Et on continue avec l'AES. On va continuer l'AES versus CEDEAO vers une guerre commerciale en Afrique de l'Ouest. Point d'interrogation. On regarde une vidéo et puis on revient. Ces prélèvements de 0,5% sur la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers instaurés s'appliquent uniquement aux importations destinées à la consommation dans les pays membres de l'AES.
Sont exclus de cette taxe les produits originaires de l'AES, les dons humanitaires, les biens diplomatiques, les marchandises en transit, entre autres, selon les règles douanières en vigueur. Les recettes générées par cette taxe seront allouées à des projets clés visant à renforcer l'intégration économique et sociale de la région. Toutefois, elle risque d'entraîner une hausse des prix des produits importés, affectant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs. La mise en place de cette taxe intervient dans un contexte où le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après avoir quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en janvier 2025, continuent de bénéficier des avantages commerciaux de l'organisation, notamment la libre circulation des personnes et des biens en attendant un accord formel sur les modalités de leur séparation. De retour sur le plateau, Babadem, on vous donne la parole. Alors, allons-nous vers une guerre commerciale éventuellement ? Une guerre commerciale, en tout cas, ça a été, ça a été la plupart, surtout venant du Ghana et du Nigeria, ça a été largement commenté là-dessus. Mais la première chose qu'on voudrait dire, c'est que leur récente décision d'instaurer une taxe douanière de 0,5% sur tous les biens importés marque un tournant dans leur quête d'autonomie économique. Alors, on a fait cette analyse en 2 points, à savoir quels sont les avantages, quelles sont les conséquences, et surtout les conséquences concernant la CEDEAO. Alors, les avantages, très rapidement, les avantages de cette décision, c'est le renforcement de l'autonomie financière. Donc, cette taxe appelée prélèvement confédéral vise à financer donc les projets communs de l'AES, tels que le développement économique, les infrastructures publiques et les programmes sociaux, sans dépendre d'aides extérieures. Deuxième avantage, c'est la stimulation de la coopération régionale. Donc, en excluant les produits provenant des pays membres de l'AES et certaines catégories comme l'aide humanitaire, cette mesure favorise la solidarité et la circulation des biens au sein de la Confédération. Et troisième avantage, c'est la transparence et la redevabilité. Donc, les fonds collectés seront soumis à des audits annuels pour garantir une gestion rigoureuse, renforçant ainsi la confiance. Maintenant, le point qui va nous intéresser, c'est surtout les conséquences. Alors, l'impact économique incertain, c'est bien que les autorités assurent cette taxe n'augmentera pas le coût des produits alimentaires importés. Donc, il peut y avoir des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement et qui pourraient survenir. Mais le deuxième point, la deuxième conséquence, c'est surtout les tensions régionales. Alors, cette mesure pourrait exacerber les relations déjà tendues avec la CEDEAO, notamment en raison de son effet sur le commerce régional et l'intégration économique. À savoir que au sein de la CEDEAO, on prône pour le libre échange des biens, des personnes et de la libre circulation. Ce qui fait que là, pour la première fois, en mettant cette taxe sur tous les biens, ils excluent une partie des pays de la CEDEAO, dont les 2 pays qui sont le Nigeria et le Ghana. En sachant que, pour nuancer, il y a eu d'autres accords au sein de l'UEMOA qui fait que ça ne va pas toucher tous les autres. Il y a aussi un autre effet, c'est le risque d'effet inflationniste. C'est si mal géré, cette taxe pourrait entraîner une hausse des prix des biens importés dans les entreprises locales. Et beaucoup attendent de voir quelle sera la riposte, entre guillemets, de la CEDEAO concernant cette mesure. Alors, en somme, cette taxe représente un pas stratégique vers l'indépendance économique pour l'AES, d'affirmer cette rupture avec la CEDEAO et sa capacité donc à éviter des répercussions négatives. Donc, on en est là pour le moment. Exactement. Merci beaucoup, Baba. Effectivement, il y a eu pas mal de réactions à la mise de ces taxes-là, notamment au sein des pays même de l'AES. Et le ministre malien de l'économie, donc des finances, Alouseni Sanou, a pris la parole. Il a indiqué que ce prélèvement ne constitue pas une charge supplémentaire pour les importateurs maliens. Il remplace en effet le prélèvement communautaire précédemment appliqué par la CEDEAO, qui était du même taux, à savoir 0,5%, et s'appliquait sur la même base. Ainsi, pour les usagers maliens, il s'agit simplement d'un transfert de prélèvement sans impact sur le coût des importations ni sur les prix des denrées importées. Cela vaut évidemment pour le Burkina Faso et le Niger. Donc finalement, pourquoi autant de bruit, pourquoi autant de réactions finalement s'il y a peu d'impact? Non, en fait, moi je pense qu'il ne faut pas donner à cette taxe une vertu qu'elle n'a pas. Donc c'est tout à fait normal que... On peut donner les exemples et les multiplier. Il y a la CEDEAO, il y a l'UEMOA, il y a la SADC, il y a l'organisation du Maghreb, il y a la CEMAC, toutes ces organisations. En fait, une fois que ces organisations sont créées, il y a des taxes qui sont mises en place
qui sont destinés à financer en fait ces organisations. Et donc, comme le ministre malien a bien fait de le rappeler, au niveau de la CEDEAO, on a ce qu'on appelle le TEC, le tarif extérieur commun. Donc ça veut dire le TEC, le tarif extérieur commun. C'est-à-dire que c'est un document qui définit les tarifs pour les produits qui rentrent au niveau de la zone CEDEAO. Donc il est normal que si les pays de l'AES ne font plus partie membre de la CEDEAO, tous les produits qui vont être envoyés vers la CEDEAO vont devoir subir en fait ces taxes-là. Au même titre aussi que si la confédération, l'AES aujourd'hui est une confédération, ils vont définir leur zone douanière et donc il est normal aussi que tous les produits qui vont quitter la zone CEDEAO pour entrer dans la zone AES, donc la confédération qui est une zone douanière, subissent aussi ces taxes-là. Donc il n'y aura pas d'inflation parce qu'il n'y a pas de différence de base, il n'y a pas de différence de taux. Pour moi, je pense que par exemple, là où il faut être vigilant, c'est qu'on ne donne pas à cette taxe des vertus qu'elle n'a pas jusqu'à ce qu'on commence à installer une guerre commerciale. Notamment sur le terrain, parce que c'est important de le dire, il y a les textes, mais sur le terrain, on constate que pour faire entrer des produits d'un côté ou de l'autre, donc dans les pays de l'AES ou dans les pays de la CEDEAO, les douaniers, les frontières sont un peu plus poreuses, un peu plus difficiles à franchir. Donc ça, c'est compliqué. Les commerçants commencent à taper du poing en disant, attendez, on nous impose certaines choses alors que... Alors, c'est normal parce que là, on commence à subir les effets de la sortie de l'AES, de la CEDEAO. Ça veut dire que du moment où un Malien, avant, il y avait la libre circulation des biens et des personnes, il y avait aussi, en fait, il n'y avait pas... La CEDEAO était comme une zone douanière, comme un pays, on va dire. C'est-à-dire que quand on circulait à l'intérieur, on ne paye pas de taxes. Okay? Là maintenant, le fait de dire à un commerçant malien que quand vous devez rentrer, par exemple, au Sénégal, attention, vous n'êtes plus dans la CEDEAO, donc vous devez payer des taxes. Oui, mais le problème, c'est que la CEDEAO n'applique pas, en fait, les TEC. Pas encore. Oui, donc, la CEDEAO, en tout cas, a pris une posture dans laquelle elle va dire, bon, pour le moment, nous, on ne va pas appliquer la réciprocité. Exactement. Donc comment cela se fait-il que c'est ressenti sur le terrain, c'est-à-dire alors que ce n'est pas appliqué officiellement? Mais la CEDEAO a été surprise aussi. Oui, exactement. Parce qu'ils sont en train ils ont un calendrier de négociation, de voir les points entre l'AES et la CEDEAO. Je dirais que la CEDEAO a tous les outils pour réagir. Mais ils ont pris une décision politique de dire qu'on ne va pas appliquer ces taxes aux pays de l'AES. Mais s'ils décident demain de le faire, il n'y a pas besoin de voter un nouveau tarif, parce que les textes existent déjà. Après, il faut voir pour l'UEMOA aussi. C'est pour ça que les deux pays qui ont vraiment réagi, c'est surtout le Nigeria. Oui, mais le Ghana, parce qu'ils ne font pas partie du... C'est deux pays. Je pense que le Ghana, il y a eu des alliances, donc notamment... Si tu me permets que j'ai juste une précision sur ce point-là. Le Ghana sont plus... C'est que en fait, il faut comprendre qu'il y avait en fait l'UEMOA qui avait ses tarifs douanières. L'UEMOA, c'est 8 pays avec le franc CFA. Et ensuite, il y avait la CEDEAO. Dans la CEDEAO, il y a des pays anglophones. Et à un moment donné, je pense que c'est en 2015 qu'ils ont en fait réuni les deux réglementations douanières pour faire ce qu'on appelle le TEC CEDEAO. Exactement, 2015. Qui s'appliquait à tout le monde. Donc, du moment où, par exemple, il y a des pays comme l'AES qui font partie de l'UEMOA et de la CEDEAO, donc il y a quand même une difficulté juridique qu'on peut avoir de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a le TEC UEMOA. Est-ce qu'on va revenir là-dessus? Je pense que non. Mais les pays de l'AES ont déjà tracé leur voie. Donc la réponse, on l'a déjà. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une question juridique qu'il faudra se poser et analyser. Est-ce que maintenant, le fait que les pays de l'AES qui sont toujours dans l'UEMOA, est-ce qu'on va appliquer le TEC Est-ce qu'on peut les taxer? Voilà. Voilà. Moi, je n'ai pas la réponse pour le moment. Oui, bien sûr. Beaucoup n'ont pas la réponse. Pour le coup, on va prendre un message d'un téléspectateur. Quand la CEDEAO va faire la réciprocité, l'AES va crier au scandale et ne pourra même pas tenir. Un pays comme la Côte d'Ivoire va prendre des milliards et cela va entraîner une inflation à 2 chiffres dans l'AES. C'est un suicide économique. Vous en pensez quoi finalement à ce type de réaction-là? À savoir quand la CEDEAO va faire la réciprocité. Est-ce que vous pensez même que la CEDEAO a tout intérêt de mettre en place ces TEC et de finalement taxer les pays de l'AES? Alors après, il faut voir que la CEDEAO, donc comme ils sont très surpris, Baba l'a dit tout à l'heure, cette scission risque de causer donc des dégâts majeurs, parce que comme vous voyez, donc au niveau donc de l'AES, les taxes douanières risquent de changer, et ça risque d'avoir un impact, parce que quand même, donc il y aura donc des nouveaux taxes qui vont être beaucoup plus chers que ce qu'il y avait quand ils étaient au niveau de la CEDEAO. Donc c'est vrai que après, moi je pense que la CEDEAO a tout intérêt de
coopérer, hein, de pouvoir voir comment on peut mettre en place donc, des réformes ou un partenariat. Sachant que les taxes, c'est entre 5 et 35%, on n'est plus dans 0,5%. Oui, parce que après il faut voir, ça en fonction des catégories. Oui, voilà, entre 5 et 35%. Absolument. Donc c'est différent de 0,5%, donc ça peut faire... Oui, mais ce qu'il faut dire sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle les tarifs douaniers, après ce qu'on appelle les taxes annexes aux tarifs douaniers. C'est ça. La taxe dont on parle là, c'est une taxe annexe aux tarifs douaniers. Donc les tarifs douaniers, c'est 0 à 35%. Vient s'ajouter les taxes annexes. Par exemple, je peux donner un exemple, il y a le prélèvement communautaire de solidarité, il y a aussi une autre taxe qui est de 0,5, il y a une autre taxe qui était de 1%, mais qui a été baissée à 0,8. Il y a la taxe pour les entités qui appartiennent à l'UMO, à l'OADA. Donc il y a plusieurs taxes. Mais ce que j'aimerais bien préciser sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'à long terme, je pense que pour l'AES aussi, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire que la taille économique de l'AES n'est pas très importante par rapport aux autres économies. Il y a aussi en fait la situation géographique, c'est-à-dire que l'AES est enclavée sur le plan. C'est quoi, elle n'a pas intérêt à crisper la situation avec ses anciens partenaires de la CEDEAO? Oui, parce que je trouve qu'ils n'ont pas, il y a aucun intérêt, enfin je comprends la scission, parce qu'il fallait répondre à une question sécuritaire. Et même l'objectif même de la taxe, c'est-à-dire que mais il y a aucun financer la Confédération. Non, je ne dis pas en fait, la taxe elle est pas mal, mais je veux dire que sur le plan, si on va sur une bataille douanière, une guerre commerciale, l'AES aura quand même quelques difficultés. Pourquoi? Je m'explique. Parce que très rapidement, en quelques secondes, c'est que l'AES en fait, est enclavée. Donc si maintenant la CEDEAO applique la réciprocité, on va leur demander de payer les tarifs douaniers. Mais les autres pays qui sont frontaliers, c'est-à-dire à savoir l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, ce n'est pas des pays qui sont dans la même zone douanière. Donc ces pays aussi vont appliquer des droits de douane s'ils font passer leurs produits vers ces pays-là. Donc ça ne fera que avoir une conséquence inflationniste en fait des produits qui rentraient au niveau de l'AES. Donc c'est ça que je veux dire. Donc c'est pourquoi je pense qu'il serait beaucoup plus intelligent pour nos deux organisations de ne pas être dans une guerre commerciale. L'intelligence doit être du côté plutôt de la CEDEAO, parce que si on écoute bien leur taxe de 0,5%, ils ont besoin des sources de financement pour leur développement. Donc eux, ils ne sont pas dans une guerre commerciale. C'est ça. Et l'erreur que pourrait faire la CEDEAO, bon, après on est habitué à ça, c'est de vouloir surenchérir et d'aller vers cette guerre commerciale. Parce qu'ils se sont réunis apparemment, il semble qu'ils se soient réunis afin de discuter donc, de cette nouvelle situation. Ils sont toujours en retard, toujours en réaction. Donc on va voir quelles seraient les réactions et surtout que va penser le Sénégal de cette situation, donc grand partenaire du Mali aussi, vice-versa. Donc, de toute façon, je pense qu'ils ont tout intérêt à pouvoir coopérer dans la mesure où ça risque de ramener donc, une insécurité alimentaire au niveau donc, de la zone CEDEAO. Donc je pense que ça soit l'AES et la CEDEAO. Ils ont tout intérêt à coopérer, à coopérer ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui est derrière. Exactement. Et voilà, et ça risque de créer vraiment une insécurité alimentaire. Et puis c'est étonnant quand même aujourd'hui en 2025 de parler de taxes, de douane, alors qu'on prône la ZLECAf. Donc la zone de libre-échange africaine. Oui. Donc, on fait quoi? Oui, voilà, effet Trump, on va dire, oui, c'est effectivement. La ZLECAf, ça ne veut pas dire que tout va disparaître du jour au lendemain. En tout cas, on va éviter de rajouter des taxes. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut regarder, en fait, il faut analyser. Quand on met en place une taxe, il faut voir, par exemple, cette taxe-là, l'impact de cette taxe. Si deux pays ont une relation commerciale quand même très intense, certes, c'est vrai que cette taxe va avoir un impact. Mais si vous mettez une taxe pour des pays pour lesquels, par exemple, vous n'avez pas de relation commerciale très importante, la taxe n'aura pas d'effet forcément. Les effets escomptés en réalité. Bien sûr. Donc c'est ça en fait que je veux dire. Sur le principe, sur le symbole. Et là, je prendrais par exemple, il y a beaucoup de pays, beaucoup de produits en fait qui quittent. Les produits maliens par exemple aujourd'hui, pour entrer au Mali, quittent le Sénégal, traversent le Sénégal. Donc ça veut dire que ça passe dans la zone CEDEAO. Donc si on met en place des taxes, ça va avoir un effet inflationniste en fait au Mali. Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de produits maliens, en fait, produits qui rentrent au Sénégal, qui passent par le Mali. Donc vous voyez, en fait, donc, dans la relation, il faut faire les choses de manière intelligente. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on surestime aussi Après, la question se pose là, pour le coup, on est en train de viser la CEDEAO alors, parce que finalement, l'AES met en place une taxe de la Confédération afin de s'autofinancer, qui est à hauteur de 0,5%. Donc je ne pense pas que cela devrait mener vers une guerre commerciale. Donc là, ça serait de la surréaction de la part de la CEDEAO, ce serait très grave. Mais vous avez vu les commentaires.
On a vu les commentaires et pour le coup j'en ai encore plein. Hein, donc, et ne venez pas chialer si on vous rend la monnaie. Déjà 18% de TVA n'a fait qu'appauvrir davantage les populations et enrichir les politiciens, etc., etc. Effectivement beaucoup de commentaires, mais encore une fois c'est le peuple qui ne comprend forcément, enfin pas forcément tout. Alors par quoi on peut finir concernant donc la politique nationale du pays et en même temps la politique étrangère du Sénégal? Vers quoi allons-nous tendre? Est-ce que le Sénégal il va continuer à être un exemple dans la sous-région, dans la région en Afrique? Le Sénégal était déjà un exemple depuis l'histoire de cette révolution-là. Je pense que beaucoup de pays d'Afrique ont pris exemple sur ça et je pense qu'on est tous sur la bonne voie. On a compris qu'actuellement on est dans l'ère africain et qu'on a tout intérêt à pouvoir faire une communion et pouvoir être donc une seule Afrique. Et je pense que ce que le Sénégal est en train de prôner avec le gouvernement Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, ils sont en train de cheminer un peu partout parce que l'exemple de cette révolution a fait cet éveil de conscience au niveau des pays africains et je pense qu'on est sur la bonne voie. Paris ne s'est pas fait en un seul jour, donc le Sénégal aussi ne se fera pas en un seul jour. Donc c'est vrai qu'on a promis des choses et ce qui est important, c'est la volonté et la détermination. Et moi, je regarde ces 12 derniers mois, je dirais que je suis rassuré et confiant pour l'avenir. Donc ce que je dirais aux gens des Sénégalais, il faut accompagner ce gouvernement, aussi bien sur le plan du financement, parce que le principal problème des pays africains, c'est le financement de leur économie. Exactement, et donc avec aujourd'hui ce qu'on a lancé comme... nouvelles taxes, nouveaux impôts? Ah non, c'est pas les nouvelles taxes, c'est plutôt en fait on a fait en fait une émission en fait d'obligation au niveau en fait du marché en CFA. Donc c'est l'un des engagements que le gouvernement avait fait pour financer son économie. Donc j'appelle à tous les Sénégalais de pouvoir, aux Africains, à vous, Aïssatou, à Baba et aux autres Africains de pouvoir contribuer au développement du Sénégal, de l'Afrique de manière globale. Parce que si nous ne finançons pas notre économie, personne ne le fera à notre place. Sachant que vous n'avez plus accès au fonds du FMI. Alors là, non, je ne dirais pas ça, je ne suis pas d'accord. Nous sommes à la fin de l'émission. Mais les négociations sont en cours, en tout cas. C'est le gouvernement du Sénégal qui a demandé à ce qu'on fasse une pause pour ne pas prendre des engagements. Voilà. Donc maintenant, le nouveau programme est en train de renégocier. J'aurais bien aimé qu'on en parle un peu plus longtemps. Mais oui, exactement. Quoi qu'il en soit, vous êtes toujours et encore les bienvenus ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. On termine avec le dernier sujet. L'Union représentative des diasporas afrodescendantes de France organise un événement le 11 avril prochain. Donc, Baba, rapidement, vous pouvez décrire un petit peu donc, cet événement-là. Et moi, j'ai une question, on va finir avec ça. Peut-on être à la fois panafricain et en même temps membre de la diaspora et avoir une envie d'avoir un rôle politique en France? Est-ce que les deux peuvent aller ensemble? Vous voyez les Chinois américanos aux États-Unis, leur impact. On a vu aussi le développement de Dubaï ou des Émirats arabes unis qui viennent de la diaspora et qui ont des rôles dans la plupart de ces pays. Donc en France aussi, la diaspora afro-descendante a son rôle à jouer et doit avoir les meilleurs. Il suffit plus. Il y a eu des étapes qui ont été faites. Il y a eu des ministres noirs, mais on doit être en nombre. Et moi, je ne vois pas comment, dans des villes ou des quartiers où la majorité sont des afro-descendants, qu'on continue à avoir des maires. Et pour le coup, je rappelle le thème donc, de cette conférence débat, élection en France, quel positionnement, quel pouvoir, quel rôle pour la diaspora? Est-ce que ce sont des questions primordiales à se poser aujourd'hui en 2025? Et même, est-ce que c'est pas trop tard? On est quand même encore une fois en 2025. Est-ce que la diaspora pèse suffisamment pour se dire qu'elle a un rôle, un poids ici en France? Oui, je dirais que la diaspora, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on passe la majorité de notre temps en France. Donc, quand on vit dans un pays, donc, il faut contribuer à la vie active. Mais pour le coup, je vous pose la question à vous deux. Moi, je dirais que Mariam... Alors, aujourd'hui, effectivement, Aïssatou, donc c'est quelque chose qui est possible, parce que comme l'a dit Kadiali tout à l'heure, nous sommes issus de la diaspora. Donc, on vit une grande partie ici au niveau de la diaspora. La preuve, on a été nommé député de la diaspora parce qu'on arrivait à pouvoir rassembler toute cette diaspora-là et pouvoir prôner donc, ce qu'on est en train de poser, que ça soit pour l'Afrique, mais également pour la France. Moi, avant d'être militante de Pastef, j'ai été militante donc d'ici en France avec la République En Marche pendant 1 an. C'est la diaspora africaine qui s'est debout, qui a voté pour le président Emmanuel Macron, où on a joué un rôle crucial parce que j'ai pas été spectateur, mais j'ai été actrice. Et mais moi, finalement, quel bilan faites-vous? C'est-à-dire que vous avez combattu aux côtés d'Emmanuel Macron, donc je suppose pour son premier mandat ou son deuxième mandat. Aujourd'hui, est-ce que la situation a vraiment changé? Est-ce que la diaspora a un réel poids? Alors, ce qui est important, c'est que
de ne pas avoir d'obstacles à l'épanouissement personnel, politique, professionnel en fait de la diaspora. C'est-à-dire qu'il y a des barrières certes qui existent parce qu'on vit dans un contexte quand même qui est assez difficile, mais il y a toujours des exemples qu'on peut donner de réussite et d'intégration en fait au niveau de la diaspora. Et c'est ça qu'il faut promouvoir. C'est vrai que ça ne se fera pas sans difficulté, mais il faut aller dans ce sens-là. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Mariama, il y a des exemples qu'on peut donner, mais on peut aussi donner des exemples de réussite professionnelle. Moi, j'en ai bien sûr. énormément. Pour le coup, là, on est sur l'événement. Et pour le coup, Exactement. moi, je vais rester sur Mariama. Vous êtes l'exemple même que c'est possible de peser à la fois sur le continent africain, donc notamment pour vous au Sénégal, mais aussi ici en France. Parce que je suis plus En Marche depuis 2017. Bien sûr. Après, j'ai continué. Ça m'a donné confiance à pouvoir mobiliser en fait au niveau de ma communauté. D'où la raison où j'ai été nommée conseiller territorial d'ici en France pendant 3 ans. Et également, après, j'ai suivi par le PASTEF. J'ai appris l'école du parti avec En Marche pour pouvoir prendre toutes ces expériences-là et de pouvoir le prôner au niveau de PASTEF. Élection en France, quel positionnement, quel pouvoir, quel rôle pour la diaspora organisée par l'Union représentative des diasporas afrodescendantes de France. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de l'émission, Baba. Juste rajouter urdaf.org pour les... urdaf.org pour ceux qui souhaitent participer à l'événement. On va dire au revoir à Monsieur Noba. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Merci à vous, Madame Dieng, Madame la députée. Merci à Satou. À Babadem. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission L'Afrique dans tous ses états.